Après la fusillade d'Atlanta du 16 mars qui a fait 8 morts, dont 6 femmes d'origine asiatique, pourquoi cette vague de violence contre la communauté asiatique? Témoignage de Kiem Bui, kinésithérapeute à Chapel Hill, en Caroline du Nord, et vietnamien américain. Moins d'une semaine après Atlanta, nouvelle fusillade à Boulder, au Colorado. Il y aura de nouveau des prières pour les victimes, mais probablement peu de changements, la culture des armes étant profondément ancrée dans le pays. Politique étrangère, à la question « Poutine est-il un tueur ?», Joe Biden répond « oui », alors que son secrétaire d'État fait un bras de fer avec l'envoyé de Pékin. La diplomatie américaine ne fera pas de cadeau à ses deux principaux adversaires. Cinéma, René Lake a commencé à regarder tous les films sélectionnés pour les Oscars. Il a été particulièrement impressionné par Promising Young Woman et Minari. Ici Claude Porcella à Washington, heureux de vous accueillir à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain. Les télévisions américaines ont montré depuis quelque temps des images troublantes de violences contre les Américains d'origine asiatique, souvent des femmes. Une dame âgée, le nez ensanglanté, avait été frappée au visage, une autre bousculée violemment, des hommes jetés au sol et battus, l'un d'ailleurs en est mort. Et puis, il y a eu la fusillade d'Atlanta avec sur les 8 victimes, 6 qui étaient des femmes d'origine asiatique. Nous avons avec nous Kiem Bui, un Vietnamien américain. Merci Kiem d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aux États-Unis depuis 1981. Comment expliquez-vous cette soudaine vague de violence contre les Américains asiatiques et avez-vous vous-même été affecté par cette sorte d'hostilité à l'égard des Américains d'origine asiatique? Je pense que tout d'abord, moi-même, je n'ai jamais été victime d'aucun racisme, aucun. Depuis bientôt 40 ans que je vis ici, je n'ai jamais été victime d'un acte raciste. Mais bon, c'est parce que, à mon avis, je travaille dans des grosses boîtes internationales. Je travaillais pour IBM pendant 17 ans. Et maintenant, je travaille dans un milieu hospitalier qui est très, très divers. Donc, on a de tout. On a de toutes les nationalités. Donc, je pense que le milieu influence beaucoup sur le comportement des gens. La deuxième chose, la première question que vous m'aviez posée, c'est pourquoi ce regain de racisme? C'était bien ça? Oui, contre les Américains asiatiques. Beaucoup en rendent responsable Donald Trump avec ses propos insultants sur le virus chinois, la Kung Flu, etc., etc. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, je pense que Trump a beaucoup fait pour souffler sur les braises d'un racisme qui souvent est latent. Je pense que le racisme trouve une terre fertile où les gens ne sont pas éduqués. Plus on est éduqué, plus on a l'esprit ouvert et moins on est raciste parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas de nombril du monde. Alors, je crois que Trump, son vivier, ce sont des gens qui sont moins éduqués en général, qui n'ont pas l'esprit très ouvert. Et par ses propos, il a beaucoup encouragé ce racisme latent à devenir plus visible. C'est mon avis. Oui, l'actrice Lucy Liu, la vedette de la série télévisée Élémentaire, entre autres,
explique que c'est dans la culture asiatique de rester silencieux, de ne pas faire de vagues. Alors, est-ce que la communauté asiatique ne devrait pas faire entendre sa voix, s'organiser comme le font les autres minorités, noires et hispaniques notamment? Oui, je pense que vous verrez ça avec des Asiatiques qui sont plus jeunes, ceux qui sont nés ici aux US, les gens qui sont nés en Asie et qui sont venus comme immigrants ou comme réfugiés, comme moi-même, la plupart sont assez silencieux, assez calmes. Mais nos fils ou nos filles qui sont nés ici sont pratiquement américains. Hein. D'ailleurs, il y a une plaisanterie qui dit que ce sont des bananes parce qu'ils ont la peau jaune à l'extérieur, mais la chair à l'intérieur, c'est blanc. Donc, c'est un peu... moi-même, je ne vois pas ça comme péjoratif, je vois ça comme plutôt amusant, mais certaines personnes trouvent ça péjoratif. Mais bon, c'est pour dire que les jeunes qui sont nés ici sont pratiquement américains dans leur comportement. Donc, vous pensez qu'ils vont devenir plus vocaux et qu'ils vont faire entendre leur voix et réclamer une place plus grande, notamment en matière de politique, par exemple? Oui, je pense bien. Oui. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs groupes sur Facebook qui encouragent les gens à élever la voix et pour dire que non, ce n'est pas juste. Hein. Donc, et la plupart, ce sont de jeunes gens. Hein. Par jeunes, je dirais moins de 50 ans, moins de 40 ans. Ouais, sur ce point, Claude, j'ai écouté Kim, vous me direz si vous l'avez aussi entendu. J'ai écouté à la télé le grand basketteur Jeremy Lin, le basketteur qui est en fait d'origine taïwanaise. Je me souviens quand j'étais à Taïwan, il était dans un restaurant juste à côté. C'était la ruée tellement elle était très populaire là-bas. Eh bien, je l'ai entendu sur une chaîne de télévision dire que oui, dire exactement ce que vous disiez tout de suite, mais il insistait sur le fait que ça doit changer. Il dit cette idée de l'asiatique, l'américain d'origine asiatique qui rase les murs, qui baisse la tête, ça doit changer. Il faut absolument que les asiatiques américains soient beaucoup plus vocaux et protestent, résistent, s'expriment et également se positionnent dans le jeu de pouvoir, notamment dans les postes électifs, se retrouver au Congrès, dans le gouvernement. On reproche aujourd'hui au gouvernement de Biden de ne pas avoir d'Asiatiques américains. Bon, ça peut se discuter puisque la vice-présidente est moitié asiatique. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu ce passage de Jeremy Lin, j'avais trouvé ça très intéressant. Il était vraiment il avait beaucoup d'ardeur, beaucoup de véhémence. Oui, non, je crois qu'elle a raison. Je crois que on devrait élever la voix pour dire que non, il ne faut pas faire cela, c'est pas juste. Oui, et vous avez raison parce que les Asiatiques, ils sont fortement influencés par le confucianisme. Donc, le confucianisme imprègne les cultures asiatiques du Sud-Est. Et pour la culture confucianiste, c'est le roi qui est en premier. Le deuxième degré, c'est le maître, donc le teacher, hein? Et puis après, ce sont les parents. Donc, c'est une très forte culture qui fait respecter les gens plus âgés, hein, les gens plus instruits. Et, un rapport vertical au pouvoir, c'est ça? Exact, c'est beaucoup plus vertical, c'est beaucoup plus hiérarchique, disons, que la culture américaine ou même française. Mm-hmm. Denise Beaver, votre femme est hongkongaise. A-t-elle eu le sentiment que les Américains la regardaient d'une façon différente? Oui, de temps en temps. Elle travaille comme on dit, paralegal ou assistant juridique dans notre cabinet. Mais elle parle anglais sans accent. On n'a pas d'idée qu'elle est chinoise, sans accent, comme une Américaine née ici. Donc, quelqu'un arrive, elle s'appelle Anne, et donc on demande « Je veux parler avec Anne ». Il voit un visage asiatique. I want to speak to Anne. Where is Anne? Où est Anne? C'est moi, Anne, elle dit. Non, Anne. Donc, le fait d'avoir entendu une voix américaine, soi-disant, et un visage asiatique, alors ça marche pas.
Mais quand on fait du shopping, et dans les supermarchés chinois à Los Angeles, moi, avec une belle asiatique, une belle chinoise, les mecs me regardent. Alors toi, qu'est-ce que tu fais là avec cette belle dame? Donc, je reçois, si tu veux, le racisme. C'est rigolo, mais c'est pas rigolo, puisqu'à la limite, c'est un peu difficile. Kem, est-ce que vous pensez que la situation va s'améliorer justement grâce aux jeunes qui réagissent maintenant de façon moins silencieuse que leurs aînés? Oui, je l'espère bien, je l'espère bien. Et vous savez, je pense que ça dépend beaucoup de l'emplacement où l'on est. Je vis en Caroline du Nord, qui est un État du Sud, mais je vis dans une ville universitaire, Chapel Hill, où les gens sont en général très bien éduqués. Hein? Et je peux vous dire que dans ma ville, à l'instant même, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de Chinois, d'Indiens, de Coréens, même de Vietnamiens qui sont ici. Et je n'ai jamais vu du racisme dans Chapel Hill. Par contre, dans d'autres villes du Deep South, comme on dit, hein, en Mississippi, en Alabama, oui, je pense que de tels incidents seront beaucoup plus courants. Et je pense qu'à la longue, mais bon, à la longue, ça peut prendre 100 ans, hein, les choses s'amélioreront, mais ça va prendre du temps. Oui, c'est ce que dit Lucy Liu d'ailleurs. Elle craint qu'avant que les choses ne s'améliorent, elle continue de ne pas être tout à fait satisfaisante. Kiem, merci. On vous retrouve dans un petit moment pour parler des relations américano-chinoises. Donc, restez avec nous. Et dans un instant, nous allons revenir sur un autre sujet. Les Américains pourront-ils jamais se débarrasser de leur fascination pour les arts? Moins d'une semaine après la fusillade d'Atlanta, c'est une ville du Colorado, Boulder, qui est à son tour frappée. Un tireur abat 10 personnes dans une épicerie. Pourquoi exactement? On ne le sait pas encore. Malheureusement, comme l'écrit le New York Times, c'est un décourageant rituel, une fusillade, souvent suivie par une autre, une période de deuil, et puis, en fin de compte, rien ne change. Comment expliquez-vous cela, René Lec? Écoutez, Claude, c'est un problème qui interpelle tout le monde. Tout le monde se pose cette question, que ce soit à l'extérieur des États-Unis comme à l'intérieur du pays. C'est des situations de massacres en groupe répétés, de mass shooting comme on dit. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à faire bouger les choses? Écoutez, moi, mon analyse, elle est relativement simple. Elle prend racine dans l'histoire du pays. Mais avant d'arriver même à la dimension historique, nous sommes dans une situation où l'État n'arrive plus à prendre de décisions sur les grandes questions. La question des armes, la question de l'immigration, même la question de la relance économique. Vous avez vu la difficulté que Biden a eu à faire passer sa loi, les autres questions liées au droit de vote, etc. Donc, sur toutes les grandes questions, les questions d'infrastructure, la question du changement climatique, donc toutes les grandes questions, tous les grands défis qui se posent à l'Amérique et au reste de l'humanité, le gouvernement américain est quasiment paralysé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour que ce pays fonctionne, il y a deux institutions politiques essentielles, le Parti républicain et le Parti démocrate. Il est indispensable que ces deux fondations du système politique puissent être en état de fonctionner, en état de gouverner. Or, aujourd'hui, de plus en plus, le Parti républicain, je crois que c'est quelque chose qui date depuis le début des années Reagan, mais on ne va peut-être pas rentrer dans trop de dimensions historiques sur cette question-là. Ce qui se passe, c'est que le Parti républicain n'est plus pratiquement un parti de gouvernement. C'est devenu un parti d'opposition systématique. C'est un parti qui est devenu minoritaire et qui, pour se maintenir dans le jeu, maintenir un certain pouvoir, est obligé de jouer une carte qui est une carte non démocratique. Donc, quelque part, c'est le système démocratique
américain qui est un peu enrayé, qui est en difficulté et qui fait que on n'arrive pas à prendre de mesures. Et vous avez des massacres qui ont été absolument horribles, comme celui des enfants il y a quelques années, mais les gens protestent, les gens sont absolument abattus, mais malheureusement, rien ne bouge, rien ne change. Herman Cohen, est-ce que vous partagez le point de vue de René Lake? Est-ce que ce culte des armes fait partie du patrimoine américain? Oui, et aussi, beaucoup d'Américains ont des armes. C'est surtout des gens qui font la chasse, mais il y en a d'autres qui ont des armes chez eux pour se protéger contre les voleurs, etc. Et il y a cette idée que tout le monde a le droit d'avoir une arme. Et aussi, dans notre Constitution, il y a le 2e amendement qui dit que tout le monde peut avoir des armes, mais dans un système très bien réglementé. Et il y a un grand lobby pour les armes, soutenu par les grandes sociétés qui font des armes aux États-Unis. C'est une grande affaire avec des milliards de dollars en jeu. Donc, c'est très difficile de changer. Et les militants d'armes sont très forts pour faire pression sur leurs députés dans le Congrès, n'est-ce pas? Donc, chaque député a peur de faire passer des lois, de faire des déclarations anti-armes. Ça dure depuis des années, mais je crois que les derniers événements, 2 grands massacres dans la même semaine, je crois que ça va changer quelque chose. Et ils vont passer des lois, un minimum d'avoir vérifié, avant de vendre une arme, il faut vérifier que la personne qui achète n'a pas de problèmes mentaux, qu'il n'est pas malade, etc. Au moins attendre quelques jours, n'est-ce pas? Dennis Beaver, vous êtes républicain. La Chambre a adopté 2 lois qui vont dans le sens de ce que disait Herman il y a un instant, 2 lois qui permettraient de contrôler ceux qui achètent des armes, de vérifier leurs antécédents judiciaires ou médicaux. Mais malheureusement, 10 républicains seulement, ou 8 républicains seulement ont voté avec les démocrates. Et pourtant, le contrôle des armes est souhaité par tout le monde, démocrates comme républicains. Alors, comment expliquez-vous cette nouvelle opposition des républicains? On a peur de perdre le droit d'avoir des armes. Et on pose des questions. On regarde Hong Kong. Si les Hongkongais avaient le droit d'avoir des armes, peut-être on verra une situation vachement différente que ce qu'on voit aujourd'hui. On a très peur d'un gouvernement qui veut saisir vos armes et éventuellement contrôler l'État, le pays, vos vies entièrement. Et ça, c'est vraiment, c'est imprégné dans notre ADN. Peur d'un gouvernement trop puissant qui frappe à la porte. Vos armes, s'il vous plaît. Même pas de s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord avec Herman, mais je crois que rien ne change. Malheureusement, Herman a raison, mais à mon avis, rien ne changera. Ouais. Donc, il est à craindre, hélas, que les Américains aient encore à pleurer la mort de nombreuses autres victimes du feu. Dans un instant, la politique étrangère américaine n'entend pas faire de cadeaux à ses 2 principaux adversaires, la Russie et la Chine. Vladimir Poutine doit bien regretter Donald Trump. Quand un journaliste a demandé à Joe Biden s'il pensait que le président russe était un tueur, il a répondu oui. Alors, nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie, Herman Cohen? Oh, c'est possible, mais je crois que c'était un accident surtout, parce que Biden était en train d'être interviewé par un journaliste. Et juste le jour avant, le service de renseignement américain
a fait un rapport en public que pendant l'élection, les Russes ont essayé de faire passer Trump, de faire gagner Trump. Et ils ont fait ça par plusieurs moyens, des attaques cyber, etc. Et Biden était furieux. Donc, quand le journaliste a posé cette question, est-ce qu'il est un tueur? Il a dit oui, normalement, un président des États-Unis ne dit pas des choses comme ça contre un autre chef d'État. Il aurait dit, je ne fais pas de commentaires, mais, n'est-ce pas? Mais quand même, Biden ne veut croire que les Russes sont en train de déstabiliser des autres pays, comme en Syrie, par exemple. En Libye, la Russie fait des ingérences en Afrique centrale pour des raisons surtout pour des minerais, pour gagner d'argent, pour déstabiliser les intérêts américains. Donc, il y a une sorte de guerre froide entre l'Amérique et Poutine, à mon avis. Avec la Chine, les relations ne sont guère plus cordiales. D'ailleurs, nous avons assisté à un véritable bras de fer entre Tony Blinken, le secrétaire d'État américain, et l'envoyé de Pékin lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois en Alaska. Oui, et comme vous savez, pendant des mois, les journaux américains sont pleins des articles sur les Ouïghours, les musulmans qui habitent dans l'ouest de Chine, des histoires de travaux forcés, de génocide ethnique, n'est-ce pas, et la maltraitement de ces gens-là. Les journaux sont pleins de ces articles. Donc, quand il y a la première réunion entre les ministres des Affaires étrangères et ils font des déclarations publiques pour ouvrir les discussions, c'était absolument nécessaire pour M. Blinken, le ministre américain, de faire une déclaration dénonçant cette pratique. Il ne pouvait pas éviter ça. Donc, les Chinois n'aimaient pas ça. Et donc, les relations entre la Chine et les États-Unis sont assez en difficulté. Mais il y a des autres sujets où il y a des intérêts communs. Par exemple, le changement de climat. La Chine est le pays le plus pollué du monde. Ils construisent une centrale électrique qui brûle le charbon tous les mois. Donc, il y a une discussion à voir comment réduire la pollution des Chinois. Aussi, il y a la navigation dans les océans entre la Chine et les Philippines. Les Chinois croient que c'est leur propriété privée. Et l'Amérique ne peut pas accepter que le bateau ne peut pas passer par là. Et aussi le commerce extérieur. Et est-ce que quand les Américains investissent au fond des usines en Chine, ils sont obligés de donner des secrets aux Chinois? Donc, il y a beaucoup de dossiers à traiter. Et en général, nous sommes dans un état de tension entre nous et les Chinois. Oui, c'est certain. Et le président Biden, lors de sa première conférence de presse, il s'était entretenu avec le président chinois, Xi, pendant 2 heures au téléphone, et il lui avait dit « Nous ne souhaitons pas avoir avec vous une politique de confrontation, mais nous sommes prêts à nous battre sur le domaine de la compétition. » Thiem Bui, comment voyez-vous les relations américano-chinoises? Je sais que, comme vous le soulignez avant cette interview, un lien historique entre les deux pays, des relations millénaires. Comment voyez-vous, maintenant que vous êtes américain, les relations avec la Chine? Je pense que l'Amérique sous-estime la Chine, sous-estime la Chine. Et je ne sais pas si je peux le dire dans ce forum, mais si la Chine était comme Hong Kong, moi je suis content que la Chine soit communiste. Parce que si la Chine, la grande Chine, la Chine populaire, était comme Hong Kong et qu'elle avait une liberté d'expression, liberté économique,
les Chinois seraient les maîtres du monde. C'est le communisme qui freine la Chine en ce moment, heureusement pour nous, Américains. Donc, mais je pense que l'Amérique sous-estime la Chine. On a beaucoup d'étudiants chinois qui viennent ici, qui apprennent, qui acquièrent beaucoup de connaissances et puis rentrent en Chine. Je pense que la Chine fait beaucoup d'espionnage industriel et militaire, okay? Et surtout le cyberespionnage. Et je pense que les Américains ne font rien contre. Enfin, on ne voit rien dans les journaux de ce qu'ils font contre. Peut-être que les choses se font en coulisses, mais pour moi, je ne vois rien. Donc, en résumé, je pense que l'Amérique gravement sous-estime la Chine. Et je parle connaissance de cause, parce que comme Vietnamien, vous savez, le Vietnam et la Chine, les deux pays ont un contentieux millénaire. On s'est battu pendant 1000 ans, 1000 ans facile, une guerre de 1000 ans. Et ensuite, au XXe siècle, plusieurs petites guerres qui ne sont pas connues en Occident, mais qui ont été féroces. Donc, il ne faut jamais sous-estimer la Chine. Non, absolument, et c'est le point de vue d'ailleurs des Européens. Un sondage vient de montrer que les Européens pensent que la Chine deviendra la première puissance mondiale et battra dans ce domaine les États-Unis d'Amérique. Merci Kiem pour vos explications. Nous nous retrouvons dans un instant pour parler cinéma. Cinéma, notre ami René Lec a commencé à regarder les 10 films sélectionnés pour les Oscars du 25 avril. Et René, vous avez été particulièrement impressionné par Promising Young Woman. Oui, une jeune femme bien prometteuse, c'est moi qui traduis. Et c'est un film remarquable. En fait, ce qui est absolument remarquable dans ce film, il y a le jeu des acteurs, certainement, mais surtout le scénario. C'est l'un des meilleurs scénarios que j'ai vus ces dernières années. Et comme je vous le disais il y a quelques jours, quand on se parlait au téléphone, Claude, ça m'a rappelé un peu la complexité et l'intelligence du scénario de Parasite. Donc, Parasite, qui avait remporté le prix par un réalisateur sud-coréen. Donc, Promising Young Woman m'a fait tout de suite penser à cela d'un point de vue du scénario qui était vraiment très, très bien mené. Rien n'était forcé. Il y avait un côté même un peu surréaliste dans certains moments, mais qui était tellement bien amené que ça passait vraiment, ça coulait de source. Et maintenant, le sujet lui-même est un sujet d'une importance capitale. C'est la question du viol des femmes, du viol des jeunes femmes, des viols dans les universités et des hommes qui s'en sortent. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine que beaucoup de gens, parce que les quelques gens avec lesquels j'ai commenté ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'affaire Brett Kavanaugh, qui avait fait la une de l'actualité aux États-Unis pendant longtemps. Je ne sais pas s'il était coupable ou pas, peu importe, c'est pas la question. Mais la question, c'est un peu ce type de scénario-là qui est présenté au public. Un film absolument remarquable et que j'invite tout le monde à aller voir. Merci René, nous suivrons votre avis. Nous continuerons de toute façon la présentation des autres films sélectionnés. Je pense, chers amis, et je m'adresse là à mes complices, qu'ils aiment bien boire un bon cru. Alors, j'ai un conseil à vous donner. Où mettre vos meilleures bouteilles de vin pour qu'elles ne perdent pas leur goût, leur parfum. Mieux encore qu'une cave bien climatisée, envoyez-les à bord de la Station spatiale internationale. Une bouteille de Petrus Pomerol d'une valeur de $5 900 a été placée à bord de la station et un œnologue, la comparant au même cru resté sur Terre, a jugé que le Pomerol avait mieux vieilli dans l'espace que le terrestre. De quoi vous inciter à vous inscrire pour les premières croisières spatiales. Et j'aimerais bien savoir quel serait le coût au retour, le coût d'achat au retour. Alors là, de 5 000, c'est multiplié par 25 ou 30, tu vois.
Absolument. Voilà, c'est tout. Malheureusement, tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Un grand merci à Kiem Bui. Revenez nous voir. Merci à mes complices réguliers, René Lake, Dennis Beaver et Herman Cohen, ainsi qu'à notre producteur-réalisateur Serge Njemba. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions et adressez-les à frenchbus.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.